Donc, bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année, consacré aujourd'hui au dispositif d'insertion professionnelle avec renforcement des compétences linguistiques pour les primo-arrivants. Le support qu'on va vous diffuser sera transmis par mail à la suite du webinaire et le webinaire du jour est enregistré et sera disponible en replay dans quelques jours sur notre site du Carrefour F. On vous remercie de bien vouloir laisser vos micros et webcams éteintes afin de préserver la bande passante. Mais vous pouvez bien sûr poser des questions à nos intervenants via le chat. Et si ça n'est pas répondu durant leur intervention, je me chargerai de leur transmettre vos questions à la fin de leur intervention. Donc, c'est parti. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, juste pour vous rappeler que au cours de ce webinaire, on va se centrer surtout sur les dispositifs liés à l'insertion professionnelle. Donc, si je rappelle un petit peu le parcours de la personne, donc à partir de la signature du contrat d'intégration républicaine à l'OFI, donc la personne se voit prescrire ou non une formation linguistique via l'OFI. Donc ça, c'est un exemple, hein, un exemple de parcours. Elle peut éventuellement ensuite avoir une évaluation et un positionnement vers un autre dispositif d'insertion professionnelle de la région, par exemple, ou des départements, etc. Mais voilà, elle peut aussi aller vers le monde associatif. Et d'ailleurs, les associations sont présentes tout au long du parcours. Là, c'était vraiment un exemple à ce niveau-ci. Et ensuite, il y a également des possibilités de cours de français dans les SIAE notamment, et ensuite dans leur parcours en tant que salarié de la formation professionnelle. Donc, on avait fait un premier webinaire chapeau présentant l'ensemble de ce parcours. Je vous ai mis le lien du replay sur cette diapositive. Et en termes de parcours linguistique, donc, après la signature du contrat d'intégration républicaine, donc il y a éventuellement les heures de formation OFI. Il y a tout ce qu'on appelle du coup l'offre du parcours d'intégration avec les ateliers sociolinguistiques, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants et PIAL. Et là aussi, ça avait fait l'objet d'un webinaire duquel je vous ai mis le replay ici l'année dernière. Ensuite, il y a éventuellement toute l'offre liée au parcours d'insertion professionnelle avec les dispositifs qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis ensuite, du coup, tout ce qui est offre de formation en français, mais cette fois-ci lié à la formation professionnelle en tant que salarié, donc via le CPF ou euh, Pôle emploi. Donc aujourd'hui, avec nous, pour vous parler des dispositifs d'insertion professionnelle, nous aurons du coup Lionel Frein de l'AFPA pour nous parler de HOPE, Géraldine Mèche de la région pour nous parler de Prépa Clé Avenir FLE, qui remplace Prépa Avenir 2. Nous devions avoir Régine Langronne de l'Éducation nationale, mais voilà, il faut s'adapter en fin d'année. Il y a soit des virus, soit des impératifs. Donc, elle ne sera pas présente en direct avec nous, mais elle a enregistré son intervention. Il y aura quand même son intervention. Et nous devions aussi avoir du coup Béatrice Adam de l'URMA pour nous présenter le CAP en 3 ans pour allophones de l'URMA qui malheureusement est malade et ne peut pas être remplacé aujourd'hui. Toutefois, il y a dans le support qu'on vous transmettra la présentation qu'elle avait prévue et on pourra en dire, enfin je pourrais en dire, voilà, vraiment quelques mots, quelques points saillants au cours de ce webinaire, mais ce ne sera pas la présentation détaillée et je ne pourrai pas répondre aux questions éventuelles que vous aurez. Toutefois, que ce soit pour Régine Langronne ou Béatrice Adam de l'URMA, vous pourrez quand même noter vos questions dans le chat. Je leur transmettrai à la suite et on vous répondra par mail dans un deuxième temps. Donc voilà, désolé, c'est un petit peu les joies de la fin de l'année, des petites surprises de la fin de l'année.
Donc, bah, on va partir sur notre première présentation de Hope. Et donc, on a pensé vous faire d'abord une petite question sondage à laquelle on vous invite à répondre, que je vais lancer tout de suite. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir la question s'afficher sur votre écran. Quels sont les statuts éligibles au dispositif HOPE? Demandeur d'asile, bénéficiaire de la protection internationale, bénéficiaire de la protection subsidiaire, bénéficiaire de la protection temporaire, réfugié ou je ne sais pas. Donc on va prendre quelques secondes pour que vous ayez le temps d'y répondre. Ah, et il y a une de nos participantes qui nous dit qu'elle est en charge du dispositif CAP 3 ans au BTP-CFA et que s'il y a des questions, elle pourra y répondre. Bah, merci beaucoup. Bien. Eh bien, je pense que il y a encore quelques réponses qui arrivent. Je vais mettre fin au sondage dans quelques secondes si vous voulez y répondre encore. Voilà, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, normalement, vous devez les voir s'afficher. Donc, on va dire que pour la plupart d'entre vous, bénéficiaires de la protection internationale, réfugiés, protection subsidiaire, 14 d'entre vous, je ne sais pas. Donc, je vais laisser le suspense puisque donc Lionel va pouvoir donner la réponse et revenir sur ces différents termes, ce que ça recouvre. Lionel, c'est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je reviendrai après avoir fait un petit. Alors, je vais pas revenir sur ma présentation. Donc, moi, je travaille à l'AFPA, à la direction régionale, et je suis en charge sur la région de Bretagne et Pays de la Loire des dispositifs d'insertion pour les publics primo-arrivants et bénéficiaires de la protection internationale. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous parler du dispositif HOP. Donc là, un petit peu de contexte sur ce dispositif qui existe depuis 2017, qui au départ était plutôt expérimental et qui depuis s'est développé au fil des années sur la région. L'objectif de ce dispositif, c'est évidemment favoriser l'intégration des publics primo-arrivants en leur permettant d'intégrer un parcours de formation qui allie à la fois du français et à la fois une formation métier et qui, avant tout, répond aux besoins de compétences des entreprises. Puisque vous le verrez un peu plus tard dans la présentation, l'objectif étant de répondre aux besoins des entreprises, de permettre une insertion dans l'emploi, donc pas uniquement une formation, mais une insertion dans l'emploi, pour favoriser cette intégration sur un territoire et en emploi. Alors, dans ce dispositif HOP, un certain nombre de partenaires sont mobilisés et interviennent à différentes étapes du dispositif. Donc, les services de l'État, on pourrait dire au sens large, évidemment les OPCO sur la partie financement de la formation, qui, selon les branches qui relèvent de leurs compétences, interviennent sur le financement d'une partie de la formation. Évidemment, Pôle emploi, à la fois sur le sourcing au départ et puis sur une partie des financements également. Et puis l'OFI qui intervient là plutôt sur la partie amont du dispositif, notamment sur la communication des différents projets de mise en œuvre sur les territoires, et puis évidemment sur la qualification des publics éligibles. Et c'est ce qui va nous permettre de revenir sur les statuts. Alors, il me paraissait important, en tous les cas, de revenir un petit peu sur les statuts et notamment sur le vocabulaire qui est utilisé par les uns ou les autres euh, tous les jours dans les médias et autres, et de faire un petit peu la distinction.
Donc, j'ai remis quelques notions, notamment donc le migrant qui est quelqu'un qui change de lieu de résidence, en général pour une période qui est supérieure à un an. Ça, c'est la définition de l'OIM qui permet en tous les cas de dire que toute personne qui quitte sa résidence habituelle est considérée comme un migrant et donc n'est pas nécessairement quelqu'un d'origine étrangère. Ça peut être un migrant dans son propre pays et allant du nord au sud, on pourrait être considéré en tous les cas comme migrant au sens étymologique du terme. Les demandeurs d'asile, c'est quelqu'un qui a quitté son pays d'origine et qui a déposé une demande d'asile. Donc, pour revenir sur le QCM de tout à l'heure, les demandeurs d'asile ne sont pas éligibles au dispositif HOP, puisque, comme leur nom l'indique, ils ont fait une demande d'asile et il faut attendre que cette demande soit statuée pour pouvoir leur donner véritablement, on va dire, un statut qui pourra être donc soit un statut de réfugié. Donc, c'est quelqu'un qui a obtenu l'asile, qui a obtenu une carte de résident d'une durée de 10 ans, qui la plupart du temps arrive d'un pays, en tous les cas avec des tensions de type de guerre notamment. Le protégé subsidiaire, qui est quelqu'un qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, mais pour autant qui arrive dans notre pays et qui obtient une protection parce qu'il court un risque dans son pays d'origine, mais qui n'est pas nécessairement la guerre ou autre. Enfin, alors, je dirais que ça dépend des pays. La quatrième définition, enfin la cinquième, pardon, définition qui manque dans ces notions, c'est la protection temporaire. Et la protection temporaire, donc, qui sont des personnes éligibles au dispositif HOP et qui notamment sont les personnes qui arrivent de l'Ukraine, qui ont obtenu une protection temporaire et qui peuvent tout à fait intégrer le dispositif. Donc, si on résume, sous le chapeau des bénéficiaires de la protection internationale, nous allons retrouver, et donc qui sont éligibles au dispositif, nous allons retrouver les réfugiés, les protégés subsidiaires, les protégés temporaires, et puis nous aurons également les apatrides qui peuvent tout à fait intégrer le dispositif. Voilà un peu pour les notions étymologiques. Alors, le parcours HOP, c'est donc un parcours, on va dire un parcours global, puisqu'on sécurise à la fois la partie formation, on sécurise aussi tout ce qui est environnement autour du bénéficiaire. Donc, un parcours complet qui va allier une période de formation plutôt axée sur le français à visée professionnelle, une période de formation axée plutôt sur l'apprentissage d'un métier, d'un geste professionnel. Tout ça sécurisé par un hébergement, de la restauration sur un centre AFPA et également sécurisé par un accompagnement social et administratif avec pour objectif, comme je le disais dans la présentation tout à l'heure, d'avoir à l'issue de ce parcours un emploi durable et de l'autonomie dans ses démarches administratives et sociales. Alors, les différentes étapes de mise en place d'un parcours OPS sur tel ou tel département. Alors, comme je l'ai dit, on part toujours du besoin des entreprises, puisque l'idée de ce dispositif, c'est véritablement l'insertion et l'intégration. Et donc, partons d'un premier diagnostic des besoins d'un territoire pour pouvoir relever des besoins de main-d'œuvre et pour pouvoir, je dirais, embarquer un certain nombre d'entreprises comme partenaires qui vont, je dirais, travailler de concert avec nous dans ce programme pour sécuriser la partie formation. Donc ensuite, dès qu'on a sécurisé cette partie besoin des entreprises, et bien ensuite on passe à l'étape, on va dire, sourcing, et donc identification des publics éligibles. Donc là, on reprend les différents critères d'éligibilité. Donc le statut de BPI, donc de bénéficiaire de la protection internationale, le niveau A1 en français langue étrangère,
Le statut de personne isolée, donc évidemment homme ou femme, là ça va dépendre, je dirais, des projets de formation ou des métiers envisagés, et puis hébergé dans le dispositif national d'accueil, donc centre d'hébergement. Voilà, donc ça, ce sont les critères d'éligibilité. Et à partir du moment où ces critères sont réunis, eh bien, nous avons une préorientation qu'un certain nombre d'entre vous font auprès de l'OFI pour pouvoir, je dirais, recevoir ces candidats et leur présenter, on va dire, le programme de formation. Le programme de formation, comme l'indique ce schéma, se déroule en deux étapes. Une première étape de français à visée professionnelle et une deuxième étape de qualification métier qui pourra avoir plusieurs formes, puisqu'on pourra être à la fois sur une formation à temps plein, mais on pourra également être sur une formation en alternance. Et là aussi, j'y reviendrai un peu plus loin. Alors, donc là, bon, je l'ai évoqué un petit peu dans la présentation. Donc, les critères d'éligibilité, si je les rappelle rapidement, bénéficiaires de la protection internationale. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les apatrides. Ça, c'était, on va dire, les publics éligibles au départ du dispositif, auxquels se sont rajoutés les bénéficiaires de la protection temporaire et notamment les Ukrainiens qui bénéficient de cette protection. Les personnes isolées, donc hommes ou femmes, hébergées en structure d'hébergement, je l'ai dit tout à l'heure, qui dépendent du DNA, donc les CADA, les UDA, les CPH. Signataires du contrat d'intégration républicain, donc je ne reviendrai pas sur le contenu du contrat d'intégration républicain, mais je crois que ça avait été évoqué dans le cadre d'un précédent webinaire, et évidemment qui ont suivi les formations civiques et suivi les cours de français prescrites dans le cadre du contrat d'intégration républicain, et qui ont atteint le niveau linguistique A1, permettant on va dire, de rentrer en formation dans de bonnes conditions, puisque, comme vous avez pu l'entendre, on est sur un parcours de formation qualifiant, dont l'objectif est bien évidemment d'avoir une certification à l'issue, et qu'il faut un niveau minimum pour pouvoir suivre le parcours de formation. Alors, le parcours de formation plus en détail, donc une première partie qui est donc une POEC, donc une préparation opérationnelle à l'emploi collectif, de 400 heures d'apprentissage du français à visée professionnelle, puisque le contenu pédagogique de cette première partie est complètement adapté au métier qui est visé. Donc, on l'a dit au départ, nous avons un métier qui est identifié au regard des besoins du territoire, et en fonction du métier identifié, le contenu pédagogique de cette première partie de formation est adapté au métier envisagé. Ce parcours de formation, donc, qui dure à peu près 3 mois et demi, inclut également une période de stage dans l'entreprise sur le métier visé. Et là, je parlais tout à l'heure d'engagement des entreprises dès le départ, je dirais, de la mise en œuvre. Et c'est d'autant plus important que ce sont ces entreprises qui vont accueillir les bénéficiaires dans le cadre du stage de 70 heures, donc de 2 semaines, pour pouvoir, je dirais, mettre le stagiaire en situation réelle, le mettre également en proximité avec d'autres salariés en entreprise, et pouvoir confirmer son intérêt pour le métier, et puis, je dirais, c'est les aptitudes pour ce dernier. À la fin de cette première période, nous aurons une première étape de validation, alors qui n'est pas une étape éliminatoire, on pourrait dire, hein, qui est simplement une étape qui va permettre de valider le niveau de français acquis à l'issue des 3 mois de formation. Et donc, c'est un diplôme de compétence en langue qui sera visé pour permettre d'identifier le niveau acquis au bout de ces 3 premiers mois de formation.
Ensuite, donc ces deux étapes, ce qui est important de dire, c'est que ces deux étapes ne sont pas dissociables l'une de l'autre. Il n'y a pas, sauf cas exceptionnel, de rupture entre ces deux étapes, sauf lorsqu'effectivement nous repérons sur la première étape une incompatibilité pour des raisons de santé, par exemple, par rapport au métier visé, ou lorsque nous rencontrons éventuellement un problème de comportement. Mais on peut noter en tous les cas aujourd'hui sur le volume de personnes qui sont passées par ce dispositif qu'on est proche des 2 à 3 d'abandon, ce qui est vraiment minime sur ce parcours de formation. Donc, la deuxième étape de formation, c'est une étape de formation qualifiante. Là, on va véritablement aller chercher des compétences métiers et donc on va être sur une formation basée sur le geste professionnel avec pour objectif d'acquérir un certificat de compétences professionnelles à minima ou un titre professionnel. Donc, ça a été le cas récemment, là, par exemple, sur Nantes, où certains stagiaires sont allés chercher le titre professionnel d'agent de service médico-social, donc qui était un titre professionnel accessible sur le temps de formation de 450 heures. Certaines formations demandent plus d'heures de formation et donc nous ne visons pas le titre professionnel, mais uniquement un certificat de compétences professionnelles. Donc là, on est sous deux modalités possibles. Soit la formation se passe en alternance, soit la formation se passe à temps plein dans le cadre d'un contrat de développement professionnel intérimaire. Alors là, un petit focus sur les conditions financières des personnes qui entrent dans le dispositif. Donc la première étape, je l'ai dit tout à l'heure, qui est une POEC, on est dans le cadre d'une rémunération par Pôle emploi en fonction de la situation de chacun, puisque certains peuvent avoir eu une activité professionnelle en amont de leur entrée en formation. L'hébergement et la restauration sont intégralement pris en charge par les services de l'État. Et puis, les coûts pédagogiques sont pris en charge également en conjointement, donc par Pôle emploi ou les OPCO. La deuxième partie de formation, donc comme je le disais tout à l'heure, deux modalités, soit un CDPI, donc un contrat de développement professionnel intérimaire, qui là est une formation à temps plein, donc de 450 heures avec 380 heures de formation, soit un contrat de pro ou un contrat d'apprentissage. Et là, on va être sur des modalités d'alternance classiques connues dans le cadre de n'importe quelle formation, avec une alternance qui est décidée conjointement avec les entreprises et donc avec une partie en entreprise et en centre de formation. Là, le stagiaire passe salarié d'entreprise et est donc rémunéré selon le statut qu'il a. Donc, s'il est en contrat d'apprentissage, selon les règles du contrat d'apprentissage. S'il est en contrat de pro, selon les règles du contrat de pro. Et en CDPI, également, il va être salarié de l'entreprise d'intérim, puisque le CDPI est uniquement pour les entreprises d'intérim qui relèvent de la branche du travail temporaire. Alors là, à partir de ce moment-là, le stagiaire participe à hauteur de 150 € pour l'hébergement et la restauration, puisqu'il continue à être hébergé, comme je le disais, pendant toute la durée de son parcours dans un centre de formation AFPA. Et les coûts pédagogiques sont pris en charge par les fonds de la formation et notamment par le biais des OPCO. Alors, j'évoquais tout à l'heure, puisque bien évidemment, pour ce parcours de formation, donc on est sur un parcours global qui est sécurisé, vous l'avez vu, par un certain nombre d'éléments qui relèvent d'une part de la formation, évidemment, d'autre part de l'hébergement et de la restauration, et enfin de l'accompagnement social et administratif, puisque l'objectif étant de permettre aux stagiaires d'être autonomes à la fin de la formation, et autonome pas uniquement dans le métier qu'ils visent, mais également autonome dans les démarches qu'ils vont devoir accomplir. Et comme chacun d'entre nous sommes amenés à accomplir. Donc, l'accompagnement social et administratif est pris en charge par un chargé d'accompagnement qui, selon les modalités de mise en œuvre, est soit un chargé d'accompagnement qui dépend
d'une agence d'intérim lorsqu'on est dans le cadre d'un CDPI ou qui dépend de l'AFPA lorsqu'on est dans le cadre d'une alternance. Les modalités sont définies dès le départ et le chargé d'accompagnement est identifié dès le départ. Ce chargé d'accompagnement va avoir, on va dire, deux rôles qui sont là indiqués comme accompagnement social et administratif et accompagnement vers l'insertion et l'intégration. Donc l'accompagnement social et administratif, hein, eh bien, ce sont un certain nombre de démarches que certains d'entre vous déjà accomplissent avec les bénéficiaires, hein. Donc, on va poursuivre les démarches qui ont été engagées euh, de manière anticipée par les travailleurs sociaux qui ont pu travailler en proximité des bénéficiaires dans les centres d'hébergement. Donc, on va continuer à, évidemment, travailler sur le renouvellement des droits, tout ce qui touche à la sécurité sociale, les allocations, les permis de conduire, on va dire toutes les démarches administratives au sens large. On va également intervenir sur le volet social et médical, donc là, plutôt sur l'accompagnement au logement, à la fois sur la demande de logement, mais également sur comment j'intègre un logement en France, comment je me prépare, comment est constitué un logement en France, quelles sont les obligations, on va dire, aujourd'hui d'un locataire, etc., etc. Et puis, on va également intervenir sur toutes les démarches professionnelles, donc que ce soit sur des techniques de recherche d'emploi ou sur l'écriture d'un CV, enfin, en tous les cas, tout ce qui pourra conduire à rendre le plus autonome possible chacun des bénéficiaires, que ce soit sur le volet administratif, social, médical ou professionnel. Et puis, un deuxième volet de l'accompagnement qui est l'insertion et l'intégration. Évidemment, c'est l'insertion dans notre pays et l'intégration en France. Et donc là, on va plutôt intervenir sur des ateliers qui sont mis en place. Donc là, les thématiques peuvent varier en fonction des groupes et en fonction de ce qu'on peut noter comme besoin des bénéficiaires qu'on a en face de nous. Et donc, on met en œuvre un certain nombre d'ateliers. Donc là, accompagnement à la vie dans le centre, donc avec la mobilisation évidemment des acteurs du territoire, l'organisation de sorties, les codes sociaux français, donc des ateliers autour de ces thématiques-là, et puis évidemment un encadrement ou un accompagnement pour mieux intégrer sa formation et puis garantir, on va dire, la réussite au bout de ce parcours riche qui dure à peu près, on va dire, entre 7 mois et demi pour le plus court lorsqu'on est sur de la formation à temps plein jusqu'à 15 ou 16 mois lorsqu'on est sur de la partie alternance. Et donc, il faut en permanence, je dirais, à la fois sécuriser le parcours et puis rassurer les bénéficiaires sur un certain nombre de choses. Bon, je pense au logement notamment, mais aussi sur la réussite aux examens, sur l'intégration en entreprise, sur quelques difficultés que les uns ou les autres peuvent rencontrer. En tous les cas, tout ça est sécurisé par ce chargé d'accompagnement qui va véritablement avoir pour objectif de les rendre autonomes en parallèle des compétences qu'ils acquièrent dans le cadre de la formation. Voilà pour l'essentiel du programme HOPE. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci Lionel. Alors oui, il y a eu quelques questions durant votre intervention. Alors, qui sont les prescripteurs habilités pour la formation HOPE? Alors, en fait, aujourd'hui, les prescripteurs, ce sont les prescripteurs que l'on connaît dans le cadre commun de tous les dispositifs, si ce n'est que la plupart du temps, les prescripteurs sont les travailleurs sociaux qui travaillent dans les centres d'hébergement. Puisque, en fait, toute personne, pour rentrer dans le dispositif, doit être hébergée en centre d'hébergement qui dépend du dispositif national d'accueil. Et donc, ça veut dire qu'on peut bien évidemment avoir des prescriptions de toute autre personne. Je pense aux missions locales, je pense aux conseillers Pôle emploi, et ça arrive d'ailleurs. Par contre, on devra faire vérifier les critères d'éligibilité auprès de l'OFII. Mais je dirais qu'en gros, toute structure peut être prescripteur du dispositif HOP dans la mesure où les critères d'éligibilité sont remplis.
Alors, on avait une question, pardon, liée, mais peut-être vous y avez répondu, Lionel, là. En fait, la question, c'était est-ce que l'hébergement en DNA est indispensable? Et en gros, la question, c'était pour les personnes BPI non accompagnées et sans domicile. Voilà. Est-ce que... Alors effectivement, la condition de l'hébergement en DNA est une condition qui a été actée au départ dans la mise en œuvre du dispositif, parce qu'il y avait tout simplement un objectif de fluidité du DNA, donc pouvoir libérer des places dans le DNA pour accueillir d'autres bénéficiaires, puisqu'en fait, ceux qui intégraient le dispositif entraient dans un hébergement de l'AFPA. Pour autant, sur certains groupes, on a vu certaines fois, on a eu des difficultés à constituer le groupe et nous avons pu être amenés à prendre des personnes qui, effectivement, étaient sans domicile fixe, mais en aucun cas, ils ne sont prioritaires. Donc, on est d'abord sur les personnes euh, qui dépendent, enfin, qui sont hébergées dans le DNA. Et ensuite, lorsqu'il y a besoin de compléter un groupe qui ne trouve pas, on va dire, suffisamment de candidats, eh bien, on peut aller au-delà et demander quelques dérogations des critères. Merci. Alors, on a encore quelques questions, Lionel, et en plus, ça arrive là. Alors, on a voilà, une personne de Pôle emploi qui nous demande comment se fait la prescription. Alors, la prescription, elle se fait toujours auprès de l'OFI. En fait, l'OFI, lorsqu'on décide de mettre en place un groupe sur un territoire, on communique, moi et mes partenaires, à l'OFI à la fois le métier visé, les dates de formation, le déroulé de la formation, et souvent on y inclut une vidéo sur le métier qui est visé. Ce sont des éléments qui sont envoyés à l'OFI. L'OFI se charge de communiquer cette information auprès de tous les centres d'hébergement. Et il nous arrive ponctuellement, nous, de transférer ça à d'autres prescripteurs potentiels. Je pense à Pôle emploi, aux missions locales et autres. Mais en tous les cas, le circuit, c'est d'abord l'OFI. C'est d'abord l'OFI qui communique et on peut élargir la communication lorsque nous ne trouvons pas suffisamment de candidats. Mais sinon, nous ne communiquons pas directement auprès des prescripteurs. Et la prescription, du coup, se fait via l'OFI. C'est-à-dire que toute structure qui identifie un candidat renvoie les éléments sur un tableau qui est assez formalisé, hein, qui est un tableau qui a été défini par l'OFI et nous-mêmes, renvoie le tableau à l'OFI qui compile l'ensemble des prescriptions et qui nous envoie ensuite la liste complète. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Et il y avait aussi une première question qui était, est-ce que la personne doit avoir une idée précise du métier souhaité pour rentrer dans Hope? Absolument. Absolument. Lorsqu'on met en place un groupe, on identifie toujours le métier. Donc, on va, par exemple, voilà, parler du métier de maçon. Et donc, effectivement, si cette personne ne veut pas être maçon, mais a simplement une idée de vouloir travailler dans le secteur du bâtiment, elle ne pourra, enfin, elle pourra venir à l'information collective, mais si elle rentre dans le dispositif, ce sera pour faire le métier de maçon. Et on a deux questions sur est-ce qu'il y a une programmation, est-ce qu'il y a une visibilité sur les prochaines sessions Hope à venir? Alors, je pourrais répondre oui et non, c'est-à-dire que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on part du besoin des entreprises. C'est-à-dire que faire une programmation sur l'année 2024, par exemple, ce serait complètement, enfin, on ne pourrait pas être au plus près des besoins et on le sait tous, les besoins sont très fluctuants. On l'a vu hein, avec certains secteurs qui sont plus demandeurs à certaines périodes de l'année, d'autres moins. On voit que le secteur du BTP, par exemple, avait été très demandeur en 2023, en 2022, le sera beaucoup moins en 2024. Donc, on est sur une prévision de programmation, mais on ne diffuse pas. Enfin, là, on va diffuser début janvier la programmation des 4 premiers mois de l'année, Ok. mais pas plus. Merci. Alors, on a une dernière question, mais alors là, ce sera vraiment en deux mots pour pouvoir Oui, ensuite laisser le temps bien sûr. à Géraldine de présenter Prépa Clé Avenir FLE. Donc, c'est une question, voilà, est-ce qu'il y a, où ça en est, la possibilité évoquée précédemment d'un HOP qui ne soit pas lié à un hébergement AFPA pour favoriser l'emploi des mères célibataires notamment, ou pour couvrir des territoires où l'AFPA n'est pas présent?
Question du Alors, manuel le, notamment. le hop sans hébergement, ce n'est pas possible et ça ne sera pas possible et ça ne dépend pas, je dirais, de nous. C'est une décision qui a été prise par la DGEF au niveau national et donc il n'y aura pas de hop sans hébergement en région Pays de la Loire. Bon, bah voilà, c'était deux mots, Lionel, effectivement. Merci. Vous pouvez continuer quand même à poser vos questions. Si on a le temps à la fin, on y répondra. Sinon, bah, on vous répondra par mail à la suite du webinaire. Merci Lionel. Du coup, on va Merci à vous. passer à Prépa Clé Avenir FLE. Donc, pareil que tout à l'heure, on vous propose une petite question introductive. Hop. Donc, je vais vous lancer la question. À votre avis, combien de personnes ont été formées sur Prépa Avenir 2, donc qui est l'ancêtre, si je peux me permettre, de Prépa Clé Avenir FLE, entre septembre 2019 jusqu'à décembre 2022, 624, 817, 1073 ou 1250. Donc là, je vous laisse répondre encore 3-4 secondes pour laisser ensuite le temps à Géraldine de nous présenter cela. Voilà, je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. Alors, vous êtes plutôt partagé entre 817 et 1073 personnes. Donc, bah, pareil, on laisse le suspense et on va pouvoir laisser Géraldine y répondre. Donc, Géraldine, c'est à vous. Merci Magdalena. Bonjour, donc Géraldine Mège, chef de pôle formation 85 pour la région des Pays de la Loire. Donc effectivement, l'idée c'était de remettre le contexte. Magdalena a parlé de l'ancêtre de Prépa Clé Avenir FLE qui était donc Prépa Avenir 2. Voilà, donc Prépa Avenir 2, il avait été conçu hein, dans l'idée de pouvoir répondre à une mesure du pacte 2019-2022 qui était de garantir l'accès des publics les plus fragiles au parcours qualifiant par la consolidation des compétences clés. Donc l'objectif visé, hein, c'était de proposer une formation professionnelle à un public non francophone pour compléter les offres linguistiques qui existaient déjà et qui continuent à exister au niveau local, donc à travers les associations notamment. Donc le marché prépa Avenir 2 s'est déroulé effectivement de septembre 2019 à décembre 2022. Et donc, il y a eu 74 sessions hein, qui ont pu se dérouler sur l'ensemble de la région. Et effectivement, la bonne réponse était 1073 stagiaires hein, qui ont été formés sur cette période-là. Hein. Je vois que la plupart des personnes étaient sur la bonne réponse. Donc, 1073 personnes, c'est bien. Enfin, on était content de ce résultat parce qu'effectivement, voilà, il y avait un besoin de formation complémentaire pour ce public. Et voilà, Prépa Avenir 2 avait permis d'y répondre. Donc, fort de ce constat, justement, on a souhaité poursuivre, hein, la région a souhaité poursuivre dans ce sens pour pouvoir former d'autres personnes, d'autres publics non francophones. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre nouveau marché Prépa Clé à venir, nous avons inclus un parcours qui s'appelle donc PCA-FLE, c'est-à-dire Prépa Clé à venir français langue étrangère. Donc là, vous voyez effectivement un petit schéma hein, qui présente voilà, les chiffres actuels de PCA FLE. Donc, depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, ce sont 481 personnes qui ont été formées ou qui sont en cours de formation, sachant qu'il y a des formations qui continuent là jusqu'à la fin de l'année, voire même qui vont donc jusqu'en 2024. Voilà, donc ce dispositif hein, a pris toute sa place dans le cadre de ce nouveau marché depuis 2023. Donc PCA FLE, pour redonner les conditions et le public hein, qui est accueilli sur ce dispositif, on est toujours effectivement dans la même veine hein, que Prépa Avenir 2, en ce sens que ce dispositif s'adresse à des demandeurs d'emploi non francophones ou qui ne maîtrisent pas la langue française.
Et ces personnes-là, voilà, n'ont pas forcément travaillé de projet professionnel. Donc, l'idée de ce dispositif, c'est justement qu'elles puissent le travailler dans le cadre de ce dispositif. Le niveau de départ, hein, c'est un niveau 1-1 pour pouvoir entrer en formation. Et on demande effectivement à ce que le titre de séjour soit valide pendant toute la durée de la formation, puisque cette formation engendre notamment une rémunération. Donc la région intervient pour prendre en charge la totalité des coûts de la formation et on verse effectivement une rémunération aux stagiaires, voilà, sinon pas par ailleurs la rémunération de Pôle emploi. Donc prise en charge de la région sur la formation dans sa totalité. Alors, le parcours de formation, donc l'objectif visé de Prépa Clé Avenir FLE, c'est effectivement de permettre à ce public non francophone qui peut être parfois éloigné du marché du travail de se préparer à accéder à l'emploi ou à une formation qualifiante à l'issue ou bien à un contrat en alternance. Donc ça va se faire à travers différentes étapes, hein. Il va y avoir beaucoup de temps de découverte des métiers qui recrutent. Les demandeurs d'emploi vont aussi là pour consolider leurs compétences de base et notamment travailler sur les savoir-être professionnels. Et à travers donc, ces différents parcours, hein, l'idée, c'est de pouvoir construire et de valider son projet professionnel pour entrer ensuite en action. Donc, en parallèle, il va y avoir effectivement tout un travail sur les compétences linguistiques, puisque l'objectif, à l'issue de la formation, c'est que ces stagiaires puissent atteindre le niveau A2 à l'oral. Donc, au niveau du parcours, vous voyez, on indique que ça peut être un parcours qui est assez long parce qu'il y a effectivement différentes étapes, hein, différents modules pour permettre aux stagiaires de progresser petit à petit. Donc, ça peut être jusqu'à 6 mois maxi. Ce qui représente à peu près, ça peut être jusqu'à 560 heures en centre et 280 heures pardon, en entreprise. Donc la découverte des métiers qui recrutent, eh bien, ça va être par différents temps, hein. Ça peut être des visites auprès d'entreprises, sur des chantiers écoles, de l'immersion, hein, sur des plateaux techniques, pour se rendre compte vraiment des métiers et commencer à travailler sur j'en suis pas encore là, travailler sur les gestes professionnels. Voilà, tout ce qui est langue française, effectivement, ça va prendre beaucoup de temps durant le parcours parce que c'est essentiel, hein, effectivement, pour ces personnes, pour les faire monter en compétences. Donc, ça va être de travailler à l'oral, mais aussi à l'écrit. Et l'idée de faire du français de manière très concrète, c'est-à-dire avoir des situations de la vie quotidienne, hein. Ça peut être, par exemple, demain, quand j'aurai fini ma formation, je dois aller m'inscrire auprès d'une agence d'intérim. Eh bien, comment je fais? Comment je dois me présenter? Quels sont les mots que je vais pouvoir utiliser? Qu'est-ce que je vais apporter? Je vais apporter mon CV, ma lettre de motivation. Voilà, l'idée, c'est que les personnes soient armées avec des mots, du vocabulaire, des positions du monde professionnel ou même du contexte quotidien, hein, pour aller à la boulangerie ou pour aller à l'école amener ses enfants. Voilà, donc c'est du français très contextualisé et voilà, très en lien avec la vie quotidienne qui fait sens aussi, puisqu'il y a le travail sur la connaissance, pardon, sur la société française, comprendre comment fonctionnent les entreprises en France, quelles sont les règles, il y a des heures de travail, il y a des bulletins de salaire, il y a des conditions de sécurité. Voilà, tout ça qui permettent justement aux stagiaires, à des personnes qui viennent d'autres pays et qui n'ont une autre façon de travailler, de voir comment on travaille en France, quelles sont les règles à appliquer si je veux pouvoir m'insérer dans ce contexte. Et à travers les compétences clés, effectivement, il y a tout le travail, hein, qui est mené notamment sur j'en parlais tout à l'heure, hein, de mise en place du CV, de la lettre de motivation pour faciliter les recherches par la suite. Donc la construction du projet se fait à travers tous ces temps et elle se consolide aussi par des temps
en alternance, donc des temps en immersion en entreprise. Il y a différentes périodes de stage qui se font au sein d'une ou de plusieurs entreprises. C'est l'intérêt de pouvoir justement travailler sur son projet, l'affiner en voyant différentes entreprises. Et ça peut être donc jusqu'à 3 périodes de 2 à 3 semaines de stage qui permettent voilà, d'avancer vraiment dans le concret. Donc des parcours très individualisés et bien sûr toujours un accompagnement qui fait que voilà, les personnes, les stagiaires suivent leur parcours. Vous voyez là quelques photos de stagiaires en situation. Ça peut être voilà, sur en centre au niveau voilà, où on travaille le français et après des situations pratiques à l'extérieur où on va travailler la langue française, mais de manière ludique, à travers un projet collectif, avec une personne qui va présenter peut-être son métier. Voilà, l'idée, c'est de travailler le français de différentes manières, dans différents contextes. Alors oui, quelques témoignages voilà, que j'ai pu récupérer. Alors j'ai laissé les textes tels quels. Donc témoignages de stagiaires qui ont pu suivre Prépa Avenir 2 ou Prépa Clé Avenir FLE. On a fait des progrès en français et apprendre comment on cherche un stage. J'ai rencontré des personnes de nationalités différentes et découvert de nouvelles choses. Oui, parce que du coup, ce sont des formations qui sont mixtes. Il y a des nationalités très différentes, hommes, femmes et âges différents sur ces formations. Donc effectivement, il y a une grande mixité, une grande richesse lors de ces temps d'échange. On a vu plein de nouveaux métiers. Je sais maintenant comment chercher un travail et comment faire un CV. J'ai appris le mode de vie à la française. Voilà, quelques témoignages de ces stagiaires qui ont pu aller sur ces parcours. Et donc, au niveau de la programmation pour 2024, voilà, donc la programmation a été fixée et lancée et déjà affichée sur le site du CARIFOREF. Donc, pour 2024, on aura 17 sessions qui seront programmées donc, sur l'ensemble de la région. Vous voyez le détail sur les départements. On aura 5 en Sarthe, 3 en Maine-et-Loire, une session en Mayenne, 5 sessions en Loire-Atlantique et 3 sessions en Vendée. Donc, à travers ces sessions, voilà, on a 355 places prévisionnelles de stagiaires qui pourront entrer en formation. Et voilà, je voulais citer aussi les organismes de formation qui interviendront, puisque ce sont des organismes qui intervenaient déjà dans le précédent marché. Donc, il y a le CFP Presqu'île, Espace Formation, Cap Formation, A2F, Aptira, Corylus, Afodil et Inalta Formation, voilà, qui mettent en œuvre les formations pour le public non francophone. Et ce sont des organismes voilà, qui sont compétents voilà, pour mettre en place ces formations-là, effectivement, et qui continuent à le faire. Et voilà, on a toujours on prend toujours plaisir voilà, à aller en bilan, en tout cas, pour ces formations, puisqu'on voit les progrès qui sont faits par les stagiaires et voilà, grâce au travail qui est fait par les formateurs de ces différents organismes. Donc, voilà, ça permet vraiment de donner corps à ce qu'on met à travers des cahiers des charges voilà, pour ce dispositif. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Merci Géraldine. Alors, durant votre intervention, il y a eu deux questions. Alors, je vais prendre la plus récente en première, ce qui concerne la programmation que vous venez de présenter. Donc, la question, c'est un seul groupe à Angers pour toute l'année 2024? Alors, donc là, pour l'instant, ce sont les sessions qui ont été programmées. Je regarde rapidement. Tac, tac, tac. Non, alors il y a une session qui est programmée. Cela dit, comme il y a plusieurs places disponibles, voilà, suivant le flux de personnes, soit il y aura une seule session, soit il y aura 2 sessions. Voilà, ça va pouvoir s'affiner. Là, c'est l'affichage de départ, j'allais dire, mais après, ça va pouvoir s'affiner s'il y a, voilà, suivant le nombre de personnes et l'organisation qui sera faite sur Angers. Merci. Et une autre question sur l'entrée dans le dispositif, j'imagine, l'attestation de prolongation d'instruction des BPI est-elle acceptée? Donc une autorisation de 3 mois renouvelée.
Alors souvent quand voilà, il y a pas on n'a pas la totalité qui couvre la totalité, enfin si le document qui est fourni, s'il ne couvre pas la totalité de la formation, les organismes de formation ont l'habitude de faire comme ils font des contrats au départ, des contrats qui vont couvrir la durée du titre et enfin la durée du titre du document et refaire un contrat quand le renouvellement vient après. Donc voilà, c'est possible. Après, c'est du cas par cas hein, qui est vu directement avec l'organisme de formation. Mais voilà, l'idée, c'est que la personne puisse suivre la totalité de sa formation. Donc, il faut que, voilà, que ces documents puissent se renouveler sur toute la durée de la formation. Alors, une autre question, l'orientation par un prescripteur habilité est-elle obligatoire? Alors non, c'est pas obligatoire. Comme pour les autres dispositifs, hein, si un demandeur d'emploi non francophone se présente spontanément auprès d'un organisme, il peut le faire et voilà, il passera après les tests de positionnement, etc., comme les autres, hein, les informations collectives, mais c'est pas une obligation. Très bien. Et combien de places par session? Alors, c'est variable, mais on va dire entre 10 et 12 personnes qui peuvent être accueillies par session de formation. Très bien. Merci. Merci Géraldine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Donc, j'ai préparé un petit enregistrement pour vous présenter le CAP 1, 2 ou 3 ans, sous statut scolaire. Donc, déjà, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Régine Langrone, je suis inspectrice éducation nationale du second degré, donc c'est-à-dire que j'interviens dans la voie professionnelle. Et j'ai pour mission principale de coordonner la mission de contrôle des formations par apprentissage. Donc, j'interviens dans tous les organismes de formation, les CFA notamment, en entreprise ou dans les CFA pour expertiser des plans de formation sur des formations par apprentissage. Donc, en ce qui concerne le CAP 1, 2 ou 3 ans, je vais vous présenter… Oh, pardon. Voilà. Je voulais d'abord rappeler des éléments de contexte du CAP sous statut scolaire. Premièrement, déjà, la durée du cycle de formation reste bien de 2 ans pour la grande majorité des élèves. Et cette formation s'effectue très souvent dans des groupes à effectifs réduits, à petit effectif, les classes de CAP étant en général, comptent en général de 15 élèves maximum. La formation CAP, c'est une formation par alternance avec des périodes en entreprise qui sont variables de 12 à 14 semaines selon le diplôme préparé. Donc là, on peut jouer aussi sur les périodes de formation en entreprise. Et dans les emplois du temps, vous avez des heures qui sont réservées à de l'accompagnement personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques des élèves. Par exemple, mettre en place du soutien ciblé, de l'approfondissement, ou un accompagnement spécifique, comme par exemple celui qu'on va proposer pour les élèves allophones. Autre point sur le CAP, c'est que l'évaluation certificative, elle ne se déroule pas sous la forme d'un examen ponctuel, mais sous la forme d'un contrôle en cours de formation. C'est-à-dire que ce contrôle en cours de formation va évaluer les compétences terminales qui sont attendues, tout comme dans la forme ponctuelle, mais en plus, il va permettre une meilleure prise en compte de la progression des élèves avec des modalités certificatives donc qui peuvent être adaptées tout en répondant au cadre réglementaire de l'examen. Alors, parallèlement à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, une réforme de la voie professionnelle sous statut scolaire a instauré plusieurs évolutions qui sont centrées sur le parcours des élèves et notamment en CAP pour améliorer l'accompagnement des élèves de CAP en incitant les établissements à proposer des parcours de formation soit en 1 an, 2 ans ou 3 ans pour mieux répondre à la diversité des publics que l'on accueille. Alors, si on fait un petit focus sur le CAP 1, 2, 3 ans, je vais d'abord donc vous faire le point sur la mise en œuvre du CAP, puis je reviendrai ensuite sur les dispositifs et les modalités d'accompagnement des équipes pédagogiques.
Alors en CAP, on constate depuis un certain nombre d'années maintenant, tout comme dans les CFA, une grande hétérogénéité dans les profils des élèves qui sont accueillis. On a des élèves allophones, bien sûr, qui ne maîtrisent pas ou peu la langue française. On accueille des élèves en situation de handicap, des élèves qui sont issus de l'enseignement adapté des SECPA ou des élèves de troisième ordinaire, comme on peut retrouver en seconde professionnelle. Donc, les enseignants qui interviennent dans ces classes de CAP ont été conduits à proposer une pédagogie différenciée pour mieux répondre aux besoins de tous ces profils d'élèves que je viens de citer, avec souvent, comme première nécessité, le fait de les réconcilier avec les apprentissages et de leur redonner confiance. Alors, dans ce contexte, les élèves allophones sont accompagnés comme les autres, dans le cadre d'un projet global de l'équipe éducative, avec un projet qui s'articule sur plusieurs étapes et plusieurs modalités. Donc, j'ai essayé de synthétiser sur la diapo. Donc, un premier diagnostic en début d'année, au cours du premier trimestre en général, est effectué. Alors, sur la base d'indicateurs multiples, donc qui vont inclure les expériences des précédentes, le parcours, les acquis, les premiers résultats, des observations qui sont menées en classe, des évaluations d'entrée en seconde. Voilà. Et la deuxième chose qui est souvent mise en place, ce sont des modalités d'accompagnement et de suivi réguliers, avec souvent des enseignants référents qui sont responsables d'un petit groupe de plusieurs élèves, des entretiens réguliers, du tutorat, des bilans. Voilà, un accompagnement, j'ai envie de dire, de proximité et régulier. Et puis des adaptations pédagogiques, j'ai parlé de différenciation, donc des activités différenciées dans les classes, des modules de soutien. On peut varier la durée des PFMP, et puis on met en place de l'accompagnement personnalisé. Donc sur ces heures d'accompagnement personnalisé, on peut avoir là encore du travail en petits groupes, du soutien, de l'aide à la recherche d'entreprises pour réaliser les PFMP, mais on peut aussi avoir sur ces heures-là de l'accompagnement spécifique pour les élèves allophones. Alors cet accompagnement qui se met en place, comme je viens de le dire, sur la première année, elle peut aboutir à un moment donné, notamment d'ici la fin de la première année, à une proposition de parcours 3 ans. Alors, le constat que l'on fait, c'est que quand les équipes sont engagées, quand on a un engagement fort des équipes avec des modalités d'accompagnement mises en œuvre, comme je l'ai cité là, on aboutit souvent finalement à une formation sur 2 ans pour des élèves pour lesquels on avait pressenti un CAP 3 ans. Donc, on voit bien que l'accompagnement, la différenciation, la mise en place de parcours personnalisés est une clé de réussite importante. Alors, ce que j'ai envie de souligner aussi, c'est qu'un profil d'élève allophone, ce n'est pas forcément un élève en difficulté. C'est un élève qu'on doit accompagner dans la maîtrise de la langue, mais on a des élèves allophones, bien heureusement, qui réussissent très, très bien. Alors, si je fais un point maintenant sur les dispositifs, les moyens qui sont mis en place pour aider à la scolarisation de ces élèves allophones. La première chose que je vais redire, c'est que ça s'appuie sur d'abord la personnalisation des parcours, comme je vous l'ai présenté dans les diapos précédentes, et qu'on privilégie l'inclusion dans les classes ordinaires. Mais en complément du travail des équipes pédagogiques, vous avez la présence d'enseignants référents FLS, français langue seconde, et de scolarisation, et FLE, français langue étrangère. Vous avez aussi la présence du PE2A, ce sont des équipes qui sont dédiées à l'accompagnement des élèves allophones et qui interviennent en complément du travail effectué par les équipes enseignantes. Ils organisent des prises en charge des élèves allophones sur des activités spécifiques avec des outils qu'ils maîtrisent, et soit en dehors de la classe, soit voire dans la classe pour un travail en concertation avec les équipes enseignantes. Vous avez également le CASNAV,
hein, c'est le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs. Le CASNAV, vous avez un site que je vous ai mis en bas là. Le CASNAV propose tout un ensemble de formations et d'accompagnement auprès des établissements, hein. Je vous invite à consulter le site. Voilà, et puis le dernier point, c'est tout un travail qui est mené, encouragé, hein, autour de l'évaluation différenciée et positive, parce que cette évaluation-là, elle permet de mesurer les progrès des élèves et elle permet de les encourager et de les motiver. Donc, il y a eu tout un travail depuis plusieurs années autour de l'évaluation différenciée qui a été porté d'ailleurs par les corps d'inspection. Et en CAP en particulier, on a des adaptations des modalités certificatives, hein, dans le cadre du contrôle en cours de formation qui ont été travaillées, validées par la division des examens et concours pour qu'on puisse proposer des situations d'évaluation avec des outils, des pictogrammes, enfin voilà, des adaptations possibles pour ne pas mettre les candidats allophones en difficulté et bien évaluer les compétences ciblées. Voilà, ben écoutez, ce que je souhaitais vous dire sur le CAP 1, 2, 3 ans. Juste voilà, pour dire 2, 3 mots sur le CAP allophone en 3 ans de l'URMA. Donc il y avait aussi une petite question, mais on va la passer, hein. Voilà, juste pour dire que du coup, ce CAP, il est sous statut apprentissage et que donc un des prérequis, entre guillemets, pour rentrer dans le CAP, il faut avoir un contrat d'apprentissage de 3 ans. Et que donc là, je vais aller tri. Donc là, vous avez sur le support les différents lieux et les différents métiers visés. Et que du coup, ce CAP en 3 ans, il y a une première année. Donc là, elle vous avait mis la différence entre ce qui était fait avant et ce CAP 3 ans, donc qui est mis en place depuis l'année dernière. Enfin, depuis cette année, pardon. On n'est pas encore en 2024. Donc voilà, ce qu'il y a vraiment de spécifique, c'est cette première année sur les 3 ans qui est vraiment une année un petit peu pour se préparer au CAP en 2 ans. Il y a un référent aussi allophone qui va suivre la personne pendant les 3 ans et qui va faire le lien entre l'entreprise, le formateur et la personne formée. Voilà. La... Ah, alors. Madame du BTP CFA, vous pouvez rouvrir votre micro si vous voulez commenter ce que je viens de dire, puisque moi là, j'avais pas forcément d'autres choses à pointer pour le CAP 3 ans. Est-ce que vous pouvez rouvrir votre micro? Mon micro est dysfonctionnel, d'accord. Donc, elle précise le CAP en 3 ans, entrée sur test de positionnement, 4 compétences évaluées, obligation d'avoir une entreprise pour réaliser l'apprentissage. Et donc, une des questions, y a-t-il un accompagnement pour trouver l'entreprise? C'est une question en tous les cas. Oui, alors voilà, donc la personne du BTP CFA dit effectivement, il y a une possibilité d'accompagner l'apprenti pour trouver une entreprise. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, elles seront relayées à l'intervenante qui est malheureusement malade, mais qui pourra répondre a posteriori à vos questions, donc n'hésitez pas. Voilà, donc les différents éléments vous seront le rôle du référent allophone, bah, notamment, qui fait aussi le suivi en entreprise, des éléments sur la rémunération du coût de l'apprenti, un récapitulatif, un premier bilan donc, de ce qui est fait depuis septembre 2023. Donc vous aurez tous ces éléments, les portes ouvertes le 10 février, les contacts. Bon, vos questions qui seront relayées.
Et donc là aussi, je vous transmettrai le support. Juste 3 outils à votre disposition. Un, la cartographie nationale de l'offre linguistique, où vous pourrez retrouver Hope, Prépa Clé Avenir FLE et d'autres dispositifs. L'appli Bonjour Bonjour, qui là est à destination du public en direct et qui est traduite en plusieurs langues. Ils peuvent l'installer sur leur smartphone pour trouver un cours de français autour de chez eux qui répondent à leurs objectifs. Bon, bien sûr, tout cela est tributaire de l'offre existante, hein. Et puis, la dernière ressource pour vous, le dossier en ligne sur l'accompagnement des primo-arrivants sur le site du Carrefour F pour les professionnels, où vous pourrez retrouver les supports, les replays, les fiches dispositifs, des dispositifs qu'on vous a présentés, tout un tas de ressources donc sur notre site. Donc, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. On est désolé des conditions bon, voilà, imprévues qui se sont présentées à nous. Le webinaire sera disponible en replay sur notre site et il sera complété du coup de l'intervention enregistrée de l'Éducation nationale sur le CAP en 3 ans. Merci à vous. Vous pouvez continuer à poser les questions qu'on relaiera aux 2 intervenantes qui n'ont pas pu être présentes avec nous aujourd'hui.